sais, moi, j'habitais sur la rue du Bois, lui, c'est la rue Baudry. Puis il y avait comme un petit dénivelé. Puis on a passé notre jeunesse ensemble à jouer au hockey dans la rue. J'ai montré à faire du skateboard, puis ça, il est devenu meilleur que moi, le petit maudit. Le primaire, secondaire à Rouyn. Là. Il y avait l'oncle d'un de nos amis qui avait accès à une petite chaloupe sur le lac Canasuta. Puis on n'avait pas de permis de conduire, mais on avait notre permis de pêche. Puis nos parents allaient nous porter le vendredi soir après l'école à ce quai-là. Puis ils revenaient nous chercher le dimanche soir. Puis on avait statué qu'il y avait une île en plein milieu du Canada qui était notée là de nous. Là. C'était notre maison. Puis on allait camper là à toutes les fins de semaine l'été, sur cette île-là. Puis après ça, on partait un peu comme des pirates, là, à 12 ans, avec nos petits bateaux, genre pas de moteur, les rames, tout ça. Puis on disait, on va aller explorer un tel endroit. Ça, c'est un bon souvenir de dire, nos parents nous vont nous porter le vendredi, on revient le dimanche. Tout est possible entre les deux. C'était juste les moments entre nous, puis il y avait beaucoup d'exploration entre jeunes hommes. Ouais, c'est un bon souvenir, là, c'est l'île au Canasta. On dit même l'exploration en petit gars. Ma perception de la nature quand j'étais jeune, c'était pas le fun. Corder du bois, de ramasser des œufs de poule, de désherber un jardin, de faire des semis, de faire les récoltes. Tout ça, pour nous, c'était des tâches ménagères. Adolescente, je voulais juste m'en aller en ville. La nature, pour nous, c'était vraiment plus au chalet de mon grand-père, où qu'on pouvait se rassembler, où qu'on générait des souvenirs, que ce soit la chasse au trésor au mois d'août. Donc, c'était vraiment mes plus beaux souvenirs, en fait, c'est vraiment au chalet. Puis, c'est le fait un peu aussi de se déconnecter puis de sortir de sa routine, de son quotidien. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça que je m'évade, puis c'est en allant en nature qu'on fait vraiment le vide, là. La façon qu'on voulait présenter Abitibi&Co, c'était vraiment de reprendre le côté passion et non le côté technique, ce que toutes les autres entreprises faisaient. Donc pour nous, c'est de donner du contenu. Puis c'est de là un peu qu'est né le magazine. On a fait une première itération qui était un petit journal avec des photos, des histoires. Mais nos investisseurs n'étaient pas prêts à nous suivre dans cette initiative-là. Fait qu'on l'a financé avec nos cartes de crédit. On a dit, OK, good, on va le faire nous autres. Déjà qu'on était déjà étirés avec l'entreprise, on y croyait tellement qu'en fait, on y va. Puis c'est là que le magazine 1 a été créé. De là, on l'a distribué en un produit indépendant sous B-Side. Puis c'est là que le fameux road trip a eu lieu. Puis de là, ça a été comme vraiment un spin-off pour chacune des éditions. Puis on s'est rendu compte que finalement B-Side avait vraiment sa propre personnalité, sa propre entité. Une séparation finalement entre les deux entreprises à partir de ce moment-là. Bien, moi, je suis vraiment une enfant de la ville. On était plusieurs familles, très amies, familles d'Européens. Presque tous les week-ends, on se retrouvait dans des parcs en ville, pour manger ensemble, puis les enfants jouaient ensemble. Fait que j'ai comme un rapport à la nature, mais qui est très urbain, en quelque sorte. Très peu plein air, beaucoup de vin, de fromage et de baguettes. Chez B-Side, on dit souvent qu'on n'a pas les réponses, mais qu'on expérimente nos questionnements. On s'est rendu compte avec le temps que les gens dont on raconte les histoires, ce sont des gens qui ont choisi de vivre leurs questionnements. Ce pas des gens qui ont les réponses nécessairement. C'est des gens qui ont emboîté le pas pour vivre autrement. Nos sessions de travail, au début, on était les deux, puis on allait chez Catherine faire des brainstorms. Puis maintenant, on est vraiment au bureau. On essaie justement d'inclure différentes personnes. C'est beaucoup dans l'échange. Puis beaucoup, les idées de branding, de design vont nourrir les idées éditoriales. Puis souvent, les idées éditoriales vont nourrir ce qu'on veut aller chercher sur le plan visuel. Donc, on avance en parallèle, mais avec tellement d'échanges qu'on dirait que c'est un peu plus fluide et très créatif, en fait. Oui. Je sais plus exactement quel numéro, peut-être le 3e ou le 4e. Puis un matin, j'ai regardé Jean-Daniel, puis j'ai dit, je pense qu'on parle de culture et de nature. Puis je pense que B-Side est comme exactement là, à la frontière des deux. Puis au fond, quand on y pense, tout est nature. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on bâtit, puis tout est culture aussi, parce qu'on vit constamment dans le monde puis connecté aux autres. Je pense que c'est là qu'il y a les plus belles questions à se poser à l'intersection des deux.
Qu'est-ce qu'on avait comme exemple de magazine existant? C'était soit vraiment design ou très plein air et scientifique. Donc, on n'avait pas notre compte dans le sens qu'on n'avait pas un magazine qui représentait un peu ces deux univers-là. Puis, c'est en créant B-Side qu'on est venu combler ce manque-là auprès de nos lecteurs puis auprès de nous-mêmes. Quand on parle de paradoxe, là, les lancements de magazines, pour moi, c'est un paradoxe. J'adore, je suis un gars de gang, j'aime voir le monde, mais je suis timide quand même dans une foule. J'aime pas tant les foules, je suis un peu gêné, tout ça. Puis les lancements, ça me stresse, là, c'est fou. Puis le premier lancement, je dis, ça marchera pas, il y aura pas personne. On était pas prêts à la dernière minute. Le lancement commence à se passer. C'était rempli à craquer de gens qui se ressemblaient pas, mais qui avaient un même système de valeurs. C'était hallucinant, l'espèce d'énergie, puis c'était comme s'il y avait une validation. Cette vulnérabilité intérieure-là, de cette recherche d'équilibre-là entre la ville puis la campagne, on n'était pas tout seul. Puis là, c'est tellement électrisant, ça. Tu dis, hey, on est une gang, là, puis on est comme quelques centaines à penser la même chose, puis on s'est tous retrouvés à la même place en même temps. Puis ça a été vraiment trippant. Quand Guillaume a racheté Mid-Canada Fiberglass, moi, ça faisait déjà une trentaine d'années que j'étais dans l'industrie. J'ai commencé avec l'aventurier Chlorophylle dans les années 80. Et quand j'ai vendu Chlorophylle et l'aventurier, j'avais une clause de non-concurrence. Fait que je suis retournée à l'école, j'ai fait un MBA. J'ai commencé à faire de l'accompagnement stratégique dans l'industrie du tourisme et du plein air. Fait que les gars m'ont appelé. On s'est rencontrés dans un restaurant kitsch à Montréal avec des fleurs de plastique. Les deux gars qui descendaient de l'Abitibi. J'arrivais avant eux et j'ai fait comme « Oh boy! » Et évidemment, je tombe en amour. Quand l'histoire de B-Side est arrivée, il me dit « Tout ce qui nous manque, c'est quelqu'un en stratégie. » Fait que Hélène a dit « Wow, le cadeau de ma vie! » Le projet d'Anaudière est le premier projet de B-Side Habitat. L'objectif, c'est d'en faire plusieurs autres. On a toujours une optique de conservation. Donc, le fait de créer des habitations responsables qui sont vraiment avec une empreinte minimale, c'est qu'on veut donner accès de façon simple à l'architecture et à la nature. Puis, à travers ça, à travers les années, notre objectif, c'est justement de projeter de plus en plus de terre, puis de faire en sorte que ces milieux-là, un peu comme un lac comme aujourd'hui, mais demeurent intouchés. Au lieu qu'ils soient, mettons, développés, puis que tu vas le rendre accessible pour une dizaine de privés, mais à la place, protégeons-le, puis faisons en sorte que beaucoup de gens peuvent voir un écosystème pratiquement intouché, puis comprendre que, je dirais, l'équilibre entre l'humain et la nature, c'est là qu'on voit toute sa fragilité, mais en même temps sa beauté. Je pense que la chose, pour moi, qui me rend le plus fier, c'est l'équipe qu'on a bâtie autour. Parce que, tu sais, au début, tu es deux personnes. Là, tu vas chercher une troisième, une quatrième, une cinquième. Puis à chaque fois, tu embarques quelqu'un dans une belle folie, si on veut dire ça. Puis aujourd'hui, on regarde l'équipe qu'on a, puis tout le monde partage les mêmes valeurs, veulent le même objectif final. Puis on n'a pas besoin de les convaincre, les gens embarquent parce qu'ils ont le goût de participer à quelque chose. Puis moi, je pense que c'est ça qu'on a réussi à créer finalement une entité que les gens se reconnaissent, puis qui sont fiers de créer puis de façonner à leur propre image. Au stade où on est après 5 ans, ce qui est fou, c'est que je pense sincèrement que demain matin, si Eliane, Guillaume et moi, on avait un accident ou il y avait quelque chose qui nous empêchait d'être au bureau, ça continuerait. Tu sais, c'est fou de penser qu'en si peu de temps, là, il y a des gens qui croient au projet et sont tellement dévoués, impliqués, intelligents pour rouler ça. Tu sais, c'est pas nous, c'est comme l'équipe. Là. Moi, je pense que c'est une fierté extraordinaire. Là. Puis, tu sais, juste tantôt, avant de m'en venir, l'équipe, elle se baigne dans l'eau, elle trippe, il y a comme... C'est comme il y a quelque chose de spécial. Tu sais, j'ai pas d'enfant, mais j'ai comme le feeling que c'est peut-être ça, avoir une famille, tu sais, avoir des gens que tu es comme fier de voir grandir, de voir évoluer, de voir pousser leurs limites aussi. Tu sais, c'est quand même impressionnant de voir des gens aller jusqu'à leurs limites, mais finalement d'être épanouis puis d'être heureux de faire hey, j'ai réalisé quelque chose de plus grand. J'aime le fait qu'on embrasse nos paradoxes. C'est pas parfait, puis on n'a pas toutes les réponses, mais maudit qu'on se pose des questions. Puis on est vraiment en réflexion. Puis ça me fait du bien, de juste avoir l'impression que j'avais des humains qui réfléchissent, qui sont pas sûrs de rien, mais on avance avec la bonne intention. Je pense que c'est ça. Dans 5 ans, je vois qu'on est installé aux États-Unis, qu'on est
t'installer aussi, je veux dire, l'équipe vit à travers nos destinations Habitat. Puis c'est d'avoir aussi de l'équipe internationale. En ce moment, notre maison mère et notre bureau mère est à Montréal, puis j'ai l'impression que d'élargir, d'être beaucoup plus diversifié, ça va nous apporter beaucoup. Puis de tout le temps, en fait, être en évolution. Il y en a qui n'aiment pas ça, la transformation, mais je pense que nous, non seulement on excelle dans la transformation d'une entreprise, mais on aime ça. On n'est pas routinier, donc je pourrais te dire, dans 5 ans, je nous vois à telle place, mais je sais qu'on va partir à droite, à gauche, puis peut-être qu'on va revenir, mais peut-être qu'on va prendre une autre branche aussi, puis ça va être bien correct.